Pendant des décennies, on nous a enseigné quelque chose de rassurant. On nous disait que le cerveau était spécial et qu'il se nettoyait tout seul, qu'il était protégé. Mais il s'avère que ce n'est pas vrai. Ton cerveau produit des déchets et il en produit beaucoup chaque jour. Et s'il ne les élimine pas la nuit, ces déchets ne disparaissent pas, ils restent. C'est encore pire. Cela s'accroche à ton cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler du système qui devrait le nettoyer et pourquoi, chez de très nombreuses personnes, ce système ne s'active pas comme il le devrait. Si tu t'es déjà réveillé en te sentant extrêmement fatigué, avec l'esprit particulièrement lent, comme si tu étais totalement déconnecté de la réalité, ou avec cette sensation désagréable de ne pas avoir bien dormi du tout, même après avoir passé plusieurs heures à dormir, alors reste bien avec moi. Car ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui t'aidera à comprendre exactement et précisément pourquoi cela t'arrive systématiquement au moment du réveil. Bien, après les dernières vidéos, nous avons déjà la lumière dans notre cathédrale et nous avons aussi le shérif qui met de l'ordre. Mais maintenant, pense à ceci. À quoi sert une cathédrale éclairée et bien ordonnée si le sol est couvert de déchets et que les couloirs sont complètement bloqués par des décombres? Nous comprenons tous que notre corps possède un système pour éliminer ce qui ne nous sert plus. Nous allons aux toilettes, nous transpirons, nous respirons, mais que se passe-t-il? T'es-tu déjà posé la question pour le cerveau? Le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans ton corps. C'est comme un bureau qui fonctionne 24 heures sur 24 à plein régime. Et bien sûr, comme tout bureau qui travaille beaucoup, il produit beaucoup de déchets. Pendant longtemps, la science a pensé que le cerveau était magiquement propre. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir que ton cerveau possède en réalité son propre système d'égout. Un système qui, en plus, ne fonctionne que la nuit et qui, s'il se bouche, éteint ta lumière et oxyde tes pensées. Et le plus inquiétant, c'est ceci. Si le cerveau ne se nettoie pas, il ne va pas t'avertir par la douleur, il t'avertit seulement par la confusion. Et ce qui est dangereux, c'est que tu peux vivre des années comme ça, t'y habituer et penser que c'est normal, alors qu'en attendant, les déchets s'accumulent et se compactent. Quand vous comprendrez comment cela fonctionne, vous comprendrez pourquoi tant de gens dorment mais ne réparent pas. Bref, descendons. Aux détails que vous me donnez souvent, nous devons être plus précis. D'accord, essayons. Apprenons à vider notre cerveau. Tout récemment, au cours de l'année 2012, une brillante et renommée scientifique danoise nommée Maiken Nedergaard a fait une découverte absolument majeure et totalement inattendue qui nous a tous véritablement laissés sans voix. Ce n'était pas une chercheuse marginale. Elle travaillait à l'université de Rochester, qui est l'un des centres les plus respectés au monde en matière de neurosciences. Et ce qu'elle a découvert n'était pas une théorie, mais tout un système anatomique réel que personne n'avait jamais vu auparavant. Et tu te demanderas, mais comment est-ce possible? C'est très simple parce qu'il ne fonctionne que lorsque nous dormons et surtout lorsque nous dormons profondément. Personne auparavant n'avait pensé à enquêter dans une telle situation. Dans le reste du corps, nous avons ce qu'on appelle le système lymphatique, qui est comme un réseau de canalisation parallèle au sang qui recueille les déchets, mais dans le cerveau, il n'y a pas de canalisation lymphatique. Alors tu te demandes, s'il n'y a pas de canalisation lymphatique, comment tout cela sort-il? Tous ces déchets à l'intérieur, si en plus le crâne est une boîte fermée d'os. Eh bien, Nedergaard et ses collègues ont pu faire leur découverte, tu vas voir comment, en insérant des traceurs fluorescents dans le cerveau de souris. En procédant de cette manière, les chercheurs ont été en mesure d'observer comment le liquide circulait par une sorte d'autoroute située tout autour des vaisseaux sanguins et évacuait ainsi progressivement les déchets. C'est ainsi qu'elle a découvert le système qu'elle a appelé
glymphatique. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et ils l'ont appelé ainsi de façon très simple, ils n'ont pas beaucoup réfléchi, c'est à cause des cellules gliales qui sont les gardiennes des neurones et de sa fonction lymphatique, qui est essentiellement de nettoyage. Le cerveau utilise le liquide céphalorachidien, LCR, et c'est ce liquide transparent dans lequel tu as peut-être vu ton cerveau flotter. Tu l'as sûrement vu dans des séries ou des films. Ce qu'il fait, c'est circuler sous pression à travers des tunnels qui entourent les vaisseaux sanguins. C'est comme si, la nuit, imagine-le, c'est comme si le cerveau ouvrait les robinets d'eau des rues et laissait alors l'eau couler pour emporter toute la saleté accumulée pendant la journée. Et voici maintenant une question qui est tout à fait cruciale et importante pour nous tous. S'il existe l'eau du nettoyage, pourquoi parfois n'entre-t-elle pas là où elle devrait entrer? Eh bien, pour que cette eau, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien, puisse pénétrer dans le tissu cérébral et nettoyer entre les neurones, il lui faut des portes. Très simple, non? Facile à comprendre. Des portes qu'on appelle aquaporines 4. Imagine les neurones comme des maisons et le liquide comme l'eau destinée au nettoyage. Les aquaporines sont les robinets, et si les robinets sont fermés, l'eau passe dans la rue mais ne nettoie pas les maisons. C'est très facile à comprendre et cela a finalement une conséquence assez sérieuse. Si l'intérieur n'est pas nettoyé, les déchets qui se sont accumulés ne disparaissent pas, ils s'accrochent. Ces aquaporines sont des canaux protéiques qui ne laissent passer que l'eau. Et voici quelque chose de fascinant, mais en même temps quelque chose qu'on vous dira rarement en consultation. Les vannes de cette eau sont contrôlées, merci, en raison du rythme circadien. Et vous me direz non. Et qu'est-ce que le rythme circadien? Ne t'inquiète pas, je sais, je te le rappellerai. Le rythme circadien est l'horloge interne de votre corps. C'est le système qui indique à chaque cellule quand il fait jour et quand il fait nuit. Quand il faut être alerte et quand il faut se réparer. Ce n'est pas ta montre qui en décide, c'est la lumière et, surtout, bien plus que la lumière, c'est l'obscurité qui le décide. Au moment où vous basculez dans un sommeil profond et réparateur, cette horloge interne transmet l'ordre précis et les vannes biologiques s'ouvrent alors en grand. Quand tu te réveilles, ces vannes se referment. Et si tu ne dors pas bien ou si tu dors avec de la lumière, ces portes ne s'ouvrent tout simplement pas. L'eau est bien présente tout autour, mais malheureusement, tous les déchets stagnent et restent à l'intérieur même de ta propre maison. Il est aussi vrai que les détails précis concernant le sommeil et les rythmes jour-nuit font encore l'objet de recherches. C'est-à-dire, ce n'est pas une théorie complètement aboutie, mais le schéma général est clair. Avec un sommeil profond et une obscurité totale, le nettoyage s'améliore considérablement. Et à ce stade, fais-toi un simple auto-examen. Si tu dors 8 heures et que tu te réveilles fatigué, si tu te lèves avec la tête lourde comme si tu n'avais pas vraiment reposé, si tu as besoin d'un ou deux cafés pour démarrer, puis d'un troisième ensuite, pour continuer à fonctionner. Alors laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas que tu ne dors pas, il est évident que tu dors. Ce qui se passe, c'est qu'il est fort probable que ton cerveau ne se nettoie pas suffisamment. Et ici, je veux préciser quelque chose d'important, surtout si cela fait déjà des années que tu ne dors pas 8 heures d'affilée. Moi, je ne parle pas seulement de la quantité de sommeil. Ce dont je parle surtout, c'est de la profondeur. Il y a des personnes qui dorment 6 heures et qui se nettoient mieux, et d'autres qui dorment 8, 9 ou 10 heures. Et il y a des personnes qui passent 8 heures au lit, mais qui n'entrent presque jamais en sommeil profond. Et si cela fait des années que tu ne dors pas 8 heures non plus, ne t'inquiète pas trop.
Je ne suis pas en train de dire que tu es condamné. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il est plus que probable que cela fait des années que tu n'entres pas assez longtemps dans le mode de nettoyage profond. Et c'est ça qui est vraiment important. Le cerveau ne se nettoie pas simplement parce qu'on dort longtemps. Le cerveau se nettoie lorsqu'il parvient à entrer dans les bonnes phases. Et cela, même avec moins d'heures, peut s'entraîner et se récupérer. Mais le fait que cela puisse arriver ne signifie pas que tu es cassé ou que tu es en train de te briser, comme je te l'ai déjà dit. Ici, la seule chose que cela signifie, c'est que ton système ne reçoit pas les bons signaux. Et c'est pour cela que tu es ici, en train d'écouter cette vidéo. Le cerveau se nettoie lorsqu'il y a une véritable obscurité, lorsque le corps entre dans un calme profond et lorsque le rythme circadien lui permet de faire son travail. Si cet environnement n'existe pas, le nettoyage ne s'active pas. Et même si tu dors de nombreuses heures, cela ne s'activera pas non plus. Mais il y a une bonne nouvelle. Cela peut se corriger, et pas avec des pilules, mais d'une manière bien plus simple et sûre. Il s'agit essentiellement de redonner au corps les conditions biologiques dont il a besoin pour pouvoir entrer en mode réparation. Et voici aussi à nouveau la partie qui n'est presque jamais expliquée. Quand ce nettoyage n'a pas lieu nuit après nuit, ce qui n'est pas éliminé s'accumule. Et dans le cerveau, ce qui s'accumule n'est pas quelque chose de neutre, ce sont des protéines mal repliées, des déchets métaboliques, et parmi ces déchets, il y a quelque chose qui commence à apparaître de plus en plus souvent lorsqu'on analyse des cerveaux endommagés, des métaux. En particulier des résidus d'aluminium qui se sont accumulés au fil des années. Et ce n'est pas parce que l'aluminium est l'unique origine du problème, mais parce que c'est un matériau qui, une fois installé dans le cerveau, est très difficile à éliminer. L'aluminium a un comportement particulièrement nocif dans le tissu neuronal. Il trompe le système électrique du cerveau et ce qu'il fait, c'est qu'il se colle aux neurones comme du ciment, il interfère dans la communication et il brise la connectivité fine dont ta mémoire a besoin. Lorsque le système glyphotique fonctionne, la capacité de drainage de tous ces déchets est bien plus importante. Or, lorsqu'il ne fonctionne qu'à moitié pendant des années, ces déchets persistent, s'accumulent et durcissent. Et ceci, notez bien, n'est ni une théorie marginale, ni mon opinion personnelle. Voilà ce qui commence à apparaître lorsqu'on examine ce qui se trouve réellement à l'intérieur des tissus cérébraux endommagés. Et pas seulement lorsque nous mesurons les symptômes de l'extérieur. Non, non. Et vous voyez, nous en arrivons à deux mots que j'ai déjà mentionnés si vous avez vu mes vidéos précédentes. Amyloïdes et protéines tau. Eh bien, alors, quand on parle de bêta-amyloïdes et de protéines tau, on ne parle pas de substances nocives isolées qui s'installent dans le cerveau, mais d'un environnement cérébral dégradé, encombré et mal drainé. Des protéines, des métaux, des déchets piégés dans un cerveau qui n'a pas pu se nettoyer depuis trop longtemps. Si tu te perds avec les noms, retiens ceci, car c'est ce qui est vraiment important. Ce sont des résidus collants que le cerveau doit éliminer. Et ils ne sont pas à l'origine du problème, ils sont la conséquence d'années sans nettoyage. Réfléchis-y. Il ne faut pas s'attaquer aux effets, mais aux causes. Et maintenant, voyons ce qui se passe lorsque ces résidus commencent à occuper l'espace où devraient se trouver la pensée, la mémoire et la clarté. Commençons par la bêta-amyloïde. C'est une sorte de colle ou de goudron qui reste collé à l'extérieur des neurones et bloque complètement la communication. Ce n'est pas la seule cause de la maladie d'Alzheimer, mais c'est bien le principal suspect et l'une des conditions les plus fréquemment observées chez les personnes qui en souffrent. Et ensuite, deuxièmement, la protéine tau. Celle-ci ressemble à un câblage qui s'en mêle, à l'intérieur du neurone jusqu'à l'étouffer.
Et lorsque ces protéines s'accumulent, le cerveau s'oxyde tout simplement. La lumière, c'est-à-dire le voltage cellulaire dont je t'ai parlé dans la première vidéo de cette série, ne peut pas circuler dans un câble rempli de rouille et de colle. C'est impossible. C'est pourquoi, lorsque tu te réveilles avec un brouillard mental, ce que tu ressens, c'est littéralement que ton cerveau n'a pas été nettoyé. Tu as les débris d'hier qui bloquent les pensées d'aujourd'hui. Arrivé à ce point, si à nouveau tu sens que tu as l'un des symptômes que j'ai décrits, comme un sommeil chronique non réparateur ou un brouillard mental matinal, ou que tu perçois une dégradation cognitive progressive ou des maux de tête au réveil, et quelques autres encore, j'imagine que la question qui te viendra à l'esprit est: existe-t-il des moyens de faire un examen qui me permettent de connaître l'état de mon cerveau afin que je puisse essayer d'éviter qu'un éventuel processus de détérioration en cours ne continue? La réponse est oui. Il existe des moyens d'évaluer indirectement, et pas seulement cela. Il existe également des moyens physiologiques de soutenir le système glymphatique pour qu'il se nettoie. Nous allons procéder étape par étape. La première question est: peut-on mesurer la bêta-amyloïde, la protéine Tau et l'aluminium chez une personne vivante? Les trois, n'importe lequel des trois. Et commençons par la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Oui, c'est possible. Mais cela ne se fait absolument pas de manière simple, et encore moins d'une façon qui serait considérée comme routinière. Pour parvenir à cela, il existe bel et bien à l'heure actuelle 3 voies cliniques distinctes, chacune d'entre elles possédant malheureusement ses propres limites tout à fait claires. La première consiste à faire un PET cérébral à l'amyloïde ou un tau PET. Il s'agit en fait d'une tomographie appelée ainsi par émission de positons. En gros, c'est un examen d'imagerie avancé qui utilise des traceurs radioactifs spécifiques et permet de voir s'il y a des dépôts d'amyloïdes ou de tau dans le cerveau. Il ne prend pas de photo de la forme du cerveau. Ce que cela permet, c'est l'identification, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais au final, cela ne vous explique pas comment fonctionne votre cerveau. Il vous indique s'il existe ou non des vestiges accumulés de ce que vous recherchez précisément. Oui, il vous le dit. Et en même temps, je vous dis qu'il présente de nombreuses limites. La première, c'est que c'est très cher. La deuxième, c'est qu'elle n'est pas utilisée comme un dépistage classique et qu'elle est généralement réservée à la recherche ou à des cas neurologiques complexes. Et ce qui est pire, elle ne te dit pas pourquoi ils sont là, elle te dit juste qu'ils y sont. Deuxième test, l'analyse du liquide céphalorachidien, également connu sous le nom de ponction lombaire. Ce qu'elle mesure, ce sont les niveaux de bêta-amyloïde et de tau dans le liquide céphalorachidien. Et, comme je t'expliquais précédemment, ce liquide transparent est celui qui baigne le cerveau et la moelle épinière. Il protège, nourrit et, très important, participe au nettoyage du cerveau. En analysant le liquide, on obtient une information biochimique plus directe car il nous indique essentiellement quels résidus il contient dissous, mais là aussi, dans ce cas, il y a des limites. La première, c'est que c'est une procédure invasive. Il est vrai qu'elle n'implique pas de chirurgie ni de danger extrême, mais elle est désagréable. Il faut introduire une aiguille fine et longue dans le bas du dos pour prélever le liquide et cela peut provoquer des effets secondaires comme des maux de tête ou diverses gênes. De plus, en réalité, ce n'est pas non plus pratiqué de façon préventive et, pire encore, au final, cela ne t'informe pas non plus de l'état fonctionnel de ton système glymphatique. Cela ne te donne qu'un résultat final. Tu as ceci. On te dit quels déchets sont présents, mais on ne t'explique pas non plus pourquoi ils sont là, ni si le système glymphatique est actif ou bloqué. Pour te donner un exemple qui t'aide à comprendre le résultat, c'est un peu comme entrer dans une maison et trouver tous les sacs poubelles pleins. Que t'indique cette image? Elle t'indique qu'il y a des déchets
mais elle ne te dit pas si le camion poubelle passe chaque nuit ou s'il n'est pas passé depuis des semaines ou des mois. Le PET et l'analyse du liquide céphalo-rachidien montrent les sacs poubelles. Le système glymphatique, c'est le camion. Et la réalité est qu'aujourd'hui, dans la pratique clinique courante, on regarde surtout les sacs et on ne vérifie presque jamais si le camion poubelle fonctionne. Bien entendu, naturellement, tout cela n'est pas un exemple parfait, mais cela te donne déjà une idée plus précise de la situation. Une chose est de voir des déchets, et une autre, très différente, est de pouvoir mesurer la propreté. Et puis, troisièmement, il existe aussi de nouvelles analyses sanguines qui sont proches d'arriver sur le marché. Elles sont en phase de recherche. En fait, elles font partie d'une recherche avancée qui commence à corréler certains marqueurs plasmatiques de taux et d'amyloïdes avec un risque possible. Mais, comme je te le dis, c'est un sujet sur lequel il reste encore du chemin à parcourir, je te dirais même beaucoup de chemin dans le processus de recherche. Cela a commencé à l'université de Lund, en Suède, sous la direction d'Oskar Hansson, et actuellement, la recherche se poursuit également dans des centres comme Harvard, la Mayo Clinic ou le NIH américain. Ce sont des analyses qui sont déjà utilisées dans des recherches avancées et qui servent d'outils de dépistage, mais qui ne peuvent pas encore être considérées comme un diagnostic définitif. Je pense qu'il faudra encore 5 à 10 ans avant qu'elles n'arrivent sur le marché. Et pire encore, elles ne donneront pas un diagnostic complet. Quel tableau? Ce qu'elles indiqueront, c'est que lorsque ces marqueurs sont élevés dans le sang, la probabilité que le cerveau accumule des déchets est plus grande. Cela ne signifiera pas que vous ayez la maladie d'Alzheimer ou que vous soyez malade. Cela indiquera seulement qu'il existe un risque et rien de plus. C'est-à-dire qu'il y a de la fumée chez vous, mais on ne vous dit pas s'il y a le feu. Donc, je pense que l'utilité sera indéniablement limitée. Bien, après avoir clarifié la possibilité de mesurer la bêta-amyloïde et la tau, analysons maintenant la possibilité de mesurer l'aluminium. Il est possible de le mesurer au sein du sang ou dans l'urine, mais cela ne permet pas non plus de refléter fidèlement ce qui peut se passer dans le cerveau. L'aluminium circulant peut beaucoup varier parce que l'aluminium, attention à ce que je vais te dire, est cumulatif, tissulaire et non dynamique. Et maintenant, je t'explique chacun des termes de cette dernière phrase. Il est cumulatif. Cela veut dire qu'il n'apparaît pas et ne disparaît pas du cerveau. Il se dépose petit à petit au fil des années. Et ce n'est pas, pour te donner un autre exemple, ce n'est pas comme le glucose. Dans une analyse, tu l'as élevé et dans la suivante, tu l'as bas. Ou, pour que tu comprennes mieux, c'est comme le calcaire ou le tartre sur les dents ou un sédiment. Chaque petite exposition, en réalité, ne te paraît pas grave. Mais le problème, c'est toute cette accumulation silencieuse pendant des décennies. Deuxièmement, il est tissulaire, ce qui veut dire qu'il ne reste pas en suspension dans le sang, il s'attache au tissu et en particulier au tissu nerveux. Dans le cerveau en particulier, il se fixe aux neurones et se lie aux protéines. Et ce qu'il fait, c'est interférer profondément avec la communication électrique. Et troisièmement, il n'est pas dynamique. Une substance dynamique serait une substance qui entre, circule, sort et peut être facilement mesurée. Mais l'aluminium dans le cerveau n'est pas dynamique. Une fois qu'il pénètre dans le tissu neuronal, il ne circule plus librement, il reste incrusté. La conclusion de tout cela, c'est que mesurer l'aluminium dans le sang ou l'urine ne reflètera pas ce qu'il y a dans le cerveau. On peut le mesurer, oui, mais pas pour ce que tu veux réellement savoir. Tu pourrais avoir des analyses qui indiquent des valeurs normales dans le sang et pourtant te retrouver avec une accumulation cérébrale significative. Aujourd'hui, il n'existe pas de test médical standard.
qui permettent de regarder à l'intérieur de tes neurones et de mesurer la quantité d'aluminium qu'ils ont accumulé pendant que tu es en vie. Le cerveau est protégé par la barrière hémato-encéphalique et il n'est pas possible de faire des biopsies du tissu cérébral à titre préventif. En résumé, et comme tu peux le déduire de tout ce que je viens de t'expliquer, aujourd'hui, la médecine peut détecter des résidus, peut voir des dépôts, mais elle ne sait pas encore bien mesurer le système. Qui devrait les éliminer? Le véritable problème, donc, ce n'est pas seulement la nature des substances qui pénètrent dans notre organisme, c'est surtout ce que le corps n'arrive plus du tout à évacuer correctement. Autrement dit, nous ne devrions pas nous concentrer sur la recherche de résidus, mais sur le fait de rendre au cerveau sa capacité d'auto-nettoyage. Si tout ce que je viens de passer en revue avec toi te semble complexe, arrêtons-nous une seconde. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Tu n'as pas besoin de te souvenir de chaque terme technique que j'ai utilisé dans cette vidéo. Retiens seulement une idée, une seule. Ton cerveau ne se nettoie pas parce que tu le lui ordonnes. Il se nettoie lorsque le corps entre dans l'état biologique adéquat. Par conséquent, ce n'est ni ta grande force de volonté, ni ta merveilleuse discipline. Non, c'est de la pure biologie. Et maintenant que c'est clarifié, je vais passer en revue avec toi quand et comment cet état s'active réellement. Jusqu'à présent, je t'ai parlé de déchets, de résidus, de métaux et de protéines, mais aucun système de nettoyage ne fonctionne, en premier lieu, s'il n'a pas d'espace pour travailler. Donc c'est la première chose que nous devons clarifier. Et voici aussi un point clé que je veux bien expliquer, car sinon il est très possible que l'on me comprenne mal. Tu vois, le cerveau crée cet espace à un moment du sommeil. Cela s'appelle le stade du sommeil profond et réparateur. Est un état qu'une grande majorité d'adultes parviennent à atteindre de nos jours, pendant une durée nettement plus courte que ce dont leur cerveau a véritablement besoin au quotidien. Et c'est ici que je disais que je ne veux pas être mal compris. Si nous n'y parvenons pas, ou si tu n'y parviens pas, ou si nous n'y parvenons pas facilement, ce n'est pas parce que notre cerveau est cassé, ou parce qu'il est vieux, ou parce qu'il serait déjà trop tard. Et bien sûr, ce n'est pas non plus parce que ce serait quelque chose d'irréversible, n'est-ce pas, monsieur? Ce n'est pas irréversible. Nous n'y parvenons tout simplement pas parce que nous vivons dans un environnement qui rend cela très difficile. Le cerveau adulte, moderne, ne dort pas mal par manque de volonté. Il dort de façon superficielle parce qu'il vit en permanence stimulé, éclairé, activé, et surtout parce que personne ne lui a appris à se déconnecter biologiquement. Tu dois apprendre et t'exercer à donner à ton corps des signaux physiques clairs indiquant qu'il n'y a plus de danger ici, afin que le corps, lorsqu'il perçoit ces signaux, puisse baisser ses systèmes d'alerte et activer ceux de réparation. Je te l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos. Cela fonctionne de manière très simple et lorsque cela se produit, le corps envoie le signal de relâcher, de se contracter et de nettoyer. La bonne nouvelle, et c'est très important, c'est que cet état ne se perd pas avec l'âge. Peu importe le nombre d'années que tu as, il ne disparaît pas. Simplement, il cesse de s'activer, et tout ce qui cesse de s'activer peut tout simplement se réactiver si on rétablit les bonnes conditions biologiques. C'est que c'est très simple. Le corps ne se déconnecte pas quand tu décides qu'il se déconnecte. Il se déconnecte quand il se sent en sécurité. Et la sécurité n'est pas émotionnelle, du genre je suis dans une maison protégée, personne ne va m'attaquer, c'est une sécurité biologique. C'est le sommeil profond et ce n'est pas quelque chose que tu puisses forcer. C'est quelque chose qu'il faut simplement permettre au corps d'atteindre et permettre cela, c'est essentiellement redonner au corps les conditions dont il a besoin pour se réparer.
Dans quelques minutes, je te donnerai un protocole clair qui t'aidera à faire en sorte que ton corps se sente en sécurité au moment d'aller dormir. Mais maintenant que tu as compris à quel point la façon dont nous dormons est importante et combien il est aussi essentiel d'atteindre un sommeil profond, passons à une partie qui est vraiment surprenante. Le cerveau humain crée de manière physique un véritable espace supplémentaire afin de permettre un nettoyage cellulaire. Nous avons un corps merveilleux. Ce qui vient maintenant ressemble vraiment à de la science-fiction. Comme je le disais, le cerveau a besoin d'espace pour que le liquide céphalorachidien puisse circuler et nettoyer en profondeur tous ses recoins. Et c'est donc le cerveau qui le crée. Lorsque vous entrez dans la phase de sommeil la plus profonde, vous entrez dans ce qu'on appelle la phase ondulatoire, delta. Ces ondes delta représentent le type d'activité électrique le plus lent et le plus profond du cerveau. En entrant dans les ondes delta, le cerveau cesse de traiter les informations extérieures, réduit la vigilance au minimum et éteint presque complètement le mode alerte, puis il passe en mode réparation. Et attention, lorsque cela se produit, il se passe quelque chose d'incroyable. Le cerveau humain rétrécit physiquement. Les cellules neuronales commencent à se contracter et, en fait, deviennent environ 60% plus petites qu'auparavant, ce qui finit par créer un espace significatif entre elles. C'est grâce à ce nouvel espace qu'ils le permettent. Le liquide céphalorachidien circule et, en circulant, il nettoie. Mais attention, le cerveau ne se nettoie pas tout seul pendant que vous rêvez. Le cerveau ne se purifie que lorsque vous entrez dans les ondes delta. Et si cet état n'apparaît pas, les ordures restent là, même si vous dormez pendant de nombreuses heures. En 2013, on a observé chez des souris que, pendant le sommeil et aussi lorsqu'elles étaient anesthésiées, l'espace interstitiel, c'est-à-dire l'espace dont je parle, augmentait d'environ 60%. Facilitant ainsi les échanges de fluides et l'élimination des métabolites. Eh bien, il est très important que vous compreniez cela. Ici, il ne s'agit pas de repos mental, mais d'un pur entretien biologique qui se déclenche dans certaines circonstances. C'est comme si, dans une pièce pleine de monde, tout le monde devenait soudain très mince et se collait au mur, presque instantanément. Ce qui se passe, c'est qu'il reste beaucoup de couloirs libres parce qu'ils sont tous contre le mur et serrés. Ainsi, le tuyau peut passer et nettoyer le sol. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais si le cerveau ne rétrécit pas, l'eau ne peut pas circuler. Et le cerveau ne rétrécit que si tu entres dans ce sommeil profond et réparateur. Si ton sommeil est léger ou interrompu, le cerveau ne devient jamais petit. Et le nettoyage est alors simplement superficiel ou ne se produit pas. Et ici, je voudrais faire une précision importante parce que beaucoup de gens se posent cette question. Comme tu le sais, aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent des somnifères. Et ici, je veux dire quelque chose clairement, mais sans porter de jugement de ma part. Dormir n'est pas la même chose qu'entrer dans un sommeil profond et réparateur. C'est la première chose et c'est fondamental. La plupart des médicaments pour dormir, comme les benzodiazépines, le zétadrol, etc., peu importe lequel, celui auquel tu penses, ce qu'ils t'aident à faire, c'est à t'endormir. Ils atténuent ta conscience, réduisent ton anxiété et te facilitent l'endormissement. Mais en même temps, ils altèrent aussi l'architecture du sommeil et réduisent la durée et la profondeur des ondes delta. En définitive, ce qu'ils font, c'est fragmenter le cycle naturel du sommeil. Les médicaments ne sont pas capables de reproduire le sommeil biologique naturel, et encore moins la phase des ondes delta. Elles sont excellentes et très utiles pour déconnecter, mais elles ne permettent pas toujours de réparer.
Tu vois, dormir, comme je te le disais, ce n'est pas la même chose que nettoyer. C'est comme éteindre les lumières de ta maison sans que l'équipe de nettoyage n'entre. Ton corps se repose un peu, mais la réparation profonde ne s'est tout simplement pas produite ou s'est produite de façon très légère. Au final, les déchets restent là où ils étaient. C'est pour cela que tant de personnes te disent, ou m'ont aussi dit à moi, tu sais quoi, je dors, mais je ne me repose pas. Ce n'est pas une sensation subjective, cela a une pure base biologique que je viens de t'expliquer. Et lorsque l'utilisation de ces comprimés devient chronique, le cerveau s'y habitue, les phases profondes se raccourcissent encore plus et le sommeil devient dépendant du médicament. Et le réveil s'accompagne généralement d'une sensation d'avoir eu un sommeil qui n'a pas été réparateur. Comprends-moi bien, ce n'est en aucun cas une critique envers ceux qui les utilisent, non, ce n'en est pas une. Dans de nombreux cas, pour beaucoup de personnes, elles ont été nécessaires et ont même permis d'éviter des problèmes bien plus graves. Moi-même, récemment, j'ai dû subir une opération chirurgicale assez grave et j'ai eu recours à ces médicaments pour pouvoir bien dormir avant et après l'opération. Elles m'ont été très utiles, mais j'ai déjà arrêté de les prendre. En réalité, l'important c'est de dormir. Il est bien pire de ne pas dormir que n'importe quel effet que peut avoir ce type de comprimé pendant quelques jours. Et ici, l'important n'est pas de culpabiliser, mais simplement d'expliquer et de comprendre ce que font ces médicaments et ce qu'ils ne font pas. Et la bonne nouvelle, c'est que le cerveau ne perd pas la capacité d'entrer dans les ondes delta. Il ne se casse pas, il ne s'abîme pas avec l'âge, il cesse simplement de s'activer. Lorsque le corps vit en état d'alerte permanent ou sous anesthésie. Mais maintenant, passons à la partie positive. Tout cela peut changer et c'est justement de cela dont je vais te parler maintenant. Comment pouvons-nous aider concrètement notre précieuse cathédrale, c'est-à-dire notre propre corps, à être propre et purifié chaque matin? Eh bien, voici une série d'outils pratiques, très simples et faciles à mettre en œuvre que tu peux appliquer toi-même. Premièrement, la position pour dormir. La science a constaté que le système glymphatique fonctionne mieux lorsque nous dormons sur le côté, en particulier sur le côté gauche. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais c'est une question de gravité et de la façon dont le liquide circule vers le cœur. Simple, n'est-ce pas? Deuxièmement, dînez tôt. Lorsque votre corps est pleinement occupé par le processus de digestion, une grande partie de votre flux sanguin est redirigée vers l'estomac plutôt que vers l'irrigation de votre cerveau. Et le cerveau, pour se nettoyer efficacement, a absolument besoin que le système soit parfaitement au repos et au calme. Essaie de laisser au moins 3 heures entre le dîner et le moment où tu te couches. Troisièmement, rythme et répétition. Ton corps adore la prévisibilité. Le corps se détend bien plus que tu ne l'imagines quand il sait simplement ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir des routines simples si tu le peux. La même heure, les mêmes gestes, le même ordre. Tous ces petits signes réduisent le besoin de vigilance. De la part du corps, et lorsque le corps arrête de se demander ce qui se passe et qu'il sait ce qui se passe parce que cela arrive habituellement, ce qu'il fait simplement, c'est commencer à relâcher le contrôle, c'est-à-dire qu'il se prépare au sommeil profond. Quatrièmement, respiration lente et profonde via le nerf vague. Je t'ai expliqué cela, la respiration est un interrupteur manuel totalement direct. Quand tu respires rapidement, tu crées un signal d'alarme dans le corps et pourtant, lorsque tu respires lentement, tu transmets de la sécurité. En respirant lentement par le nez et profondément, ce que vous faites, c'est signaler à votre cerveau qu'il n'y a aucun danger ici. Cette action active votre nerf vague, le système parasympathique et favorise finalement un sommeil profond et réparateur. Et cela, attention, c'est de la neurophysiologie de base.
Ce n'est pas du mindfulness. Cinquièmement, température froide. Le cerveau se nettoie beaucoup mieux lorsque la température corporelle baisse légèrement. C'est pourquoi les douches à l'eau froide ou à l'eau chaude, mais terminées par de l'eau froide ainsi que des vêtements légers, sont si importantes. Maintenir une chambre particulièrement fraîche, en plus, permet de favoriser grandement un sommeil réparateur et profond, à ondes delta. Comme je te le disais plus tôt, tout cela, ce sont des messages physiologiques, pas des astuces. Sixièmement, obscurité totale. La mélatonine est le signal qui dit aux aquaporines « portes ouvertes ». Toute lumière bleue provenant des écrans éteint la mélatonine et arrête le nettoyage. En d'autres termes, s'il y a de la lumière, la mélatonine n'augmente pas. Et si la mélatonine n'augmente pas, les aquaporines ne s'ouvrent pas. Et si elles ne s'ouvrent pas, il n'y a pas de nettoyage. Septièmement, magnésium et taurine. Ils aident à détendre le système nerveux et facilitent l'entrée dans la phase profonde où le cerveau se rétrécit. Comme je te le disais, le corps ne se déconnecte pas quand tu décides qu'il se déconnecte, mais quand le corps de lui-même se sent en sécurité. Apprends donc à donner une sécurité biologique à ton corps. La réalité, c'est que tu peux y arriver et aussi que tu peux retrouver ta capacité à entrer dans les ondes delta si tu penses à un moment donné que tu as pu la perdre. Quelle est mon invitation? Très simple. Essaie l'un de ces outils pendant 3 nuits ou plusieurs, et ensuite dis-moi si ta tête se réveille de la même façon le matin, mais fais-le au moins 3 ou 4 jours. Et pour finir, une conclusion simple. Même si cela demande un certain effort, nettoyer les couloirs de ta cathédrale n'est pas seulement pour éviter des maladies à l'avenir, c'est pour obtenir de la clarté dès aujourd'hui. Pense qu'un cerveau encrassé est un cerveau réactif, apeuré, qui ne peut pas penser librement. Récupérer ton système lymphatique, c'est retrouver ta capacité à décider. Par toi-même, c'est pouvoir revoir la lumière à travers les vitraux de ta cathédrale sans que la poussière et la rouille ne l'en empêchent. Eh bien, comme tu le sais, la reconstruction de la cathédrale progresse. Nous avons déjà du courant, nous avons déjà le shérif et maintenant, nous avons le sol propre. Au fait, je voudrais te faire une demande. Si tu sens que ce message peut aider quelqu'un qui vit avec de la fatigue ou un brouillard mental, tu me rendrais un grand service en partageant la vidéo. C'est la meilleure façon pour que plus de personnes puissent aussi nettoyer leur chemin vers leur propre dignité. Une petite pierre à l'édifice. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la récréation biologique. Pourquoi la pause et le repos absolu sont ceux qui finissent par fixer les pierres de notre cathédrale? De fixer les pierres de notre cathédrale. Comme je te le dis toujours, vas-y. Toujours de l'avant. Et je te lis dans les commentaires